Bien. Non, tu veux pas parler? Bon. Oui, on va essayer, oui. Je serai toujours en retard, moi, de toute façon. Bien, bonjour à toutes et toutes. On va sans doute être perturbant, Jessie et moi, parce que dans une séance consacrée à l'innovation, on va être les seuls à ne rien numériser. Cela étant, à titre personnel, et je ne veux pas parler pour Jessie, mais c'est vrai que la numérisation outrancière, c'est un truc qui me fait un peu peur, et que j'ai tendance aussi à me fier un peu plus aux chiens qu'aux ordinateurs maintenant. Preuve en est d'ailleurs, c'est que aucune des vidéos qui est dans cette présentation, vous ne pourrez les voir, puisque Google Drive a décidé de les bouffer. Voilà. Alors, ce chien, il vient en fait dans un contexte global, qui est le contexte One Health, dont vous entendez parler, dont on vous rabat les oreilles, qui veut que différentes professions bossent ensemble sur notre santé, et qui veut en règle générale que l'animal soit la cause de tous nos maux. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de montrer avec d'autres populations professionnelles que le chien, pour le moins, il peut aider à la santé humaine, et donc reverser un petit peu ce concept One Health. Vous connaissez tous ces types de chiens qui sont utiles au quotidien, que ce soit dans le domaine de la santé déjà, mais également dans tout un tas de domaines professionnels, en matière de recherche olfactive. Il y en a de plus en plus. L'énorme différence qui existe entre tous ces domaines d'activité, y compris d'ailleurs pour les chiens de sécurité civile chez les sapeurs-pompiers, c'est que ce que les institutions demandent en fait aux chiens, c'est de faire la démonstration du fait que ça marche. Nous, on s'adresse à des maladies. S'adressant à des maladies humaines, on s'adresse à des médecins. Je n'ai rien contre les médecins. J'en ai contre une certaine frange administrative de la médecine au niveau central, qui part du principe que si on fait travailler un chien sur un prélèvement de sueur, on est dans une condition dans laquelle, nous, vétérinaires, on est susceptible d'aller piquer l'ADN de la sueur pour revendre ça à je ne sais quel marché chinois, ce qui fait que pour obtenir une autorisation, actuellement, il faut entre 1 an et 18 mois pour commencer à recueillir des prélèvements. Ça, c'est réellement pénible, je vous le dis franchement, et ça nous éloigne un petit peu de nos finalités opérationnelles. Alors pourquoi on veut vous parler de chiens et de santé chez les sapeurs-pompiers? Le premier domaine dans lequel, et ça tombe bien qu'on vienne après cette présentation sur les stress post-traumatiques, le premier domaine, c'est la médiation canine. Et là, je vais laisser la parole à Jessie. Bonjour à tous. Alors, ça fait depuis 2 jours qu'on se balade dans le congrès, qu'on participe à des ateliers et j'ai rencontré énormément de monde. Beaucoup sont venus me voir. Ils sont venus me voir pourquoi? Eh oui, pour le chien. Je suis sûre que je n'aurais vu, disons, pas autant de monde si je n'avais pas eu le chien. Donc vous avez expérimenté le fait que le chien est un vrai outil de médiation. Et c'est vrai aussi dans nos centres de secours où les pompiers vont plus facilement venir verbaliser, parler avec nous, déjà parce qu'ils se questionnent, pourquoi il y a un chien dans le centre de secours, et ensuite va être amené à discuter. Et puis, on va créer du lien. Et ce lien va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur sur leur vécu, etc., etc. Donc, le chien est un vrai outil de médiation dont vous avez fait l'expérience ici pendant 2 jours. C'est tout? T'as fini? J'ai fini, tu peux y aller. Puisque tu as fini. Moi, j'ajouterais à ça ma modeste expérience. Je suis maintenant au SDIS 60, mais j'étais veto-chef de la BSPP pendant 30 ans. Et il y a une chose qu'on avait montée avec les étudiants de l'école vétérinaire d'Alfort, c'était d'en emmener un certain nombre, ceux qui étaient disponibles, quand on avait, qu'on va appeler une catastrophe à effet limité, mais impliquant des enfants. On emmenait les étudiants avec des chiens dans un bus, avec leurs chiens, c'est des chiens qui sont très sympas. Et bon, voilà, tout le personnel médical de la brigade à l'époque
y compris nos psychologues, trouvaient ça très bien parce que finalement, les enfants, ils se débriefaient tout seuls avec ces chiens qu'ils ne connaissaient pas, mais qui étaient au demeurant fort sympas. Donc j'aurais aimé que ce genre de système se développe un peu plus. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors je vais passer sur ces diapos-là parce que tu les as chantés, donc tant pis. Hein. Et donc cette expérience qui est en cours au sein du SDIS 60. Alors, je vais vous donner un petit peu l'historique de l'histoire de Wundi. Il y a 3 ans déjà, hein, j'ai monté un projet où je me suis dit, voilà, on est dans le One Health, on travaille tous ensemble, et puis moi, mon bureau, il est à 2 pas de celui du vétérinaire, le docteur Dirn, et on travaille beaucoup ensemble. Et là, j'ai dit, ce serait quand même bien de pouvoir lier nos 2 professions et de pouvoir travailler avec un chien. Alors on voit effectivement que les animaux sont apaisants. Quand on va chez le dentiste, il y a quelques années, il y avait des poissons rouges. En tout ça, c'était travaillé, hein, c'était quelque chose pour déstresser déjà les personnes qui allaient chez le dentiste. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches par rapport aux chiens. Et on parlait des paramédics tout à l'heure. Effectivement, dans mes recherches, les premiers personnels à avoir un chien en primo-intervenant, ce sont les paramédics québécois. Qu'on a pu rencontrer, enfin que le docteur Dirn a rencontré, et ça répondait exactement à mon projet. Donc je me suis dit, bingo, c'est bon, il faut se lancer. Et de là, on a travaillé, on a fait des recherches, on s'est mis en collaboration avec le professeur Grandjean, avec Capucine Gallet, qui est éthologue, et on a fait différentes recherches. Alors au départ, je voulais un chien de réforme pour les handicapés visuels, et bon, ça n'a pas été possible. Et tant mieux parce qu'on a pu rencontrer une autre association qui s'appelle la CAP. Et cette association forme les chiens pour travailler avec les personnes qui sont en état de stress post-traumatique, donc diagnostiquées en état de stress post-traumatique. Donc ici, vous voyez justement le directeur de la CAP, ainsi que la personne qui a éduqué Wundi, le docteur Dirn, Didier Roas et moi-même, et Capucine. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Bon, on va continuer alors. Alors, dans ce cadre-là, il y a une question qui se pose aussi, c'est le nez du chien. Est-ce que le nez du chien, il y a des chiens dans pratiquement tous les SDIS, j'imagine, est-ce que le nez peut être utile à notre santé? Je ne vais pas revenir sur ce qui fait l'efficacité olfactive du chien, elle est sans commune mesure par rapport à la nôtre, bien évidemment. Et c'est cette capacité olfactive qu'on a appris en fait à travailler depuis quelques années dans le cadre du programme Nosaïs. Et ce que sent le chien, ce sont des composés organiques volatiles qui émanent de nos personnes, qui sortent via des émonctoires, tous les émonctoires en fait. Et toute la problématique quand on travaille sur une maladie, c'est de savoir quel émonctoire on va utiliser pour trouver les catabolites qui sont les plus efficaces pour que le chien nous fasse un marquage. L'efficacité, je pense que j'aime pas la question des journalistes, c'est toujours de dire c'est combien de fois plus efficace que le nez de l'homme. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été démontré, c'est que le nez du chien est plus efficace que la plus efficace de nos machines. Donc c'est pas demain qu'on aura un nez électronique qui sera aussi efficace que celui du chien, c'est clair, puisqu'il y a un facteur en gros de 1000 en termes d'efficacité entre le meilleur spectro de masse et le nez d'un chien. Alors l'application aux sapeurs-pompiers, le premier domaine applicatif, c'est est-ce qu'on peut associer cette médiation canine en situation stress à une détection préventive des stress? La réponse est oui, je pense. Il va falloir le démontrer, mais d'autres l'ont fait. À partir du moment où on a une situation de stress, et bon, pour avoir travaillé pendant 25 ans sur le stress oxydatif pour d'autres raisons, pour des raisons de nutrition, ce que j'ai appris, c'est que le stress mental, le stress environnemental et le stress physique induisaient exactement les mêmes conséquences au niveau cellulaire. Ce qui veut dire que dans tous ces cas-là,
on va voir ressortir un certain nombre de catabolites qui sont spécifiques. Et donc, le stress, soit en hyperaigu, soit en chronique, modifie en fait certaines extractions moléculaires et donc les composés organiques volatiles, à tel point d'ailleurs que dans le domaine du chien de recherche de personnes ensevelies, moi j'insiste toujours lourdement pour que dans la formation des chiens, on arrive à avoir des personnes stressées, parce qu'une personne stressée n'a pas la même odeur qu'une personne pas stressée. Bon, il en va de même hein, pour un caucasien, un asiatique ou un africain, c'est pas du racisme, les odeurs sont différentes parce que les sueurs sont complètement différentes. Donc il y a un système de réponse au stress qui génère des molécules et il n'y a aucune raison que le chien ne puisse pas piffer ces molécules et ne puisse pas nous indiquer la chose. Alors quand je t'entends parler tout à l'heure, je me dis que finalement, une des problématiques qu'il y a à numériser avec des beaux questionnaires, c'est le temps main-d'œuvre. Et on est un peu dans la même situation que ce qui a été la proposition qu'on avait fait pendant Covid, qui était de dire, puisque le chien est efficace, mettons-le en dépistage de masse initial, et puis mettons dans la filière plus standard, je dirais, et plus précise, les gens qui sont positifs. C'est pas la peine de s'intéresser à ceux qui sont négatifs, puisque de toute façon, ils ne sont pas dans la situation en question. Alors, si on regarde la bibliographie, ça commence à sortir, effectivement. Il y a des équipes américaines en particulier qui ont fait la démonstration qu'une personne stressée va être reconnue, en fait, par le chien. À tel point, d'ailleurs, si vous avez suivi les Jeux Olympiques, si vous avez regardé ce qui concernait les équipes américaines, que dans chaque discipline sportive, l'équipe américaine était accompagnée d'un chien détecteur de la situation de stress pour les athlètes. Et ce chien servait dans la foulée de médiateur pour ramener l'athlète à une situation déstressée en phase de compétition. Donc ça, c'est un premier domaine. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y, parce qu'on va avoir peu de temps. Du coup, l'idée, c'est vraiment de collaborer avec Wundi donc, sur ces deux volets. Donc la médiation, hein, évidemment, pour faire verbaliser, etc. Mais aussi de pouvoir détecter précocement le stress. Là, c'est notre future recherche qu'on va mettre en place très prochainement. Ça ira, ça le fera. À la condition, bien sûr, qu'on puisse aller chercher de la sueur sur des personnes stressées sans que les médecins nous disent que c'est interdit par la loi. Hein. Je fais un appel aux médecins. Alors, le deuxième volet sur lequel on est en train de se mettre, c'est le dépistage précoce des cancers professionnels. On travaille avec des chiens des étudiants de l'école vétérinaire, là encore, sur pas mal de cancers, de dépistage précoce de cancers, et puis également de la maladie de Parkinson. Donc j'ai regardé ce qu'il en était des cancers professionnels chez les pompiers. Et force est de reconnaître que je n'ai pas trouvé grand-chose en France, mais que j'ai trouvé en fait pas mal de data dans les pays anglo-saxons qui apparemment sont un peu plus concernés, on dirait, que nous ne le sommes. Et puis mon attention a été attirée également par la parution au Canada d'un cadre national sur les cancers liés à la lutte contre les incendies. Ça remonte à pas longtemps, hein, 7 octobre 2024, avec les taux d'accroissement de risque d'un certain nombre de cancers chez les sapeurs-pompiers. Et dans le titre 4, dans le pilier 4 pardon, de ce petit bouquin, figure un truc intéressant, c'est qu'il préconise de mener des études sur les méthodes de diagnostic et de dépistage. Ce n'est pas forcément évident de dépister des cancers. Les taux d'incidence et les augmentations de taux de mortalité qu'on a derrière pour ces différents cancers, on les connaît. La bibliographie, elle est existante, mais elle n'est pas extraordinaire. Et en fait, on a retenu ces 4 cancers, cancer de la vessie, bien sûr en lien avec l'inhalation de fumée, cancer du côlon, cancer de la peau et cancer des testicules. Alors, il se trouve qu'on a une étude en cours avec le CHU de Strasbourg sur les cancers de la vessie, je parle de dépistage olfactif, qu'on a travaillé sur les cancers du côlon. Alors, on a fait ça à Beyrouth parce qu'il nous fallait forcément aller tamponner les tumeurs in situ en péropératoire. Et ça, en France, il nous aurait fallu 40 ans pour avoir l'autorisation. Au Liban, c'était un peu plus facile. Cancer de la peau, on est dessus avec Gustave Roussy. Et là, on va tester, en fait,
une nouvelle méthode de formation des chiens sur du surnageant de culture cellulaire de cellules cancéreuses de mélanome humain. Ça nous évitera en fait toute cette difficulté à récupérer des prélèvements positifs de personnes, de patients, et on pourra ensuite valider sur un nombre de patients qui sera donc plus limité que ce dont on aurait eu besoin pour former les chiens. Alors, le cancer du côlon, au niveau prélèvement, c'est pas difficile, c'est une compresse entre les fesses. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur une cohorte de plusieurs centaines, on est à 100% de résultats positifs dans le dépistage. Vessie, testicules, c'est de l'urine. Cancer de la peau, à terme, quand on aura formé les chiens, on va travailler avec un aspirateur Dyson, et puis on va venir aspirer l'air directement au-dessus des lésions sur des petits tubes inertes. Et puis voilà, donc systématiquement, les prélèvements sont parfaitement indolores et non invasifs. Pour vous montrer des résultats qu'on a obtenus récemment, par exemple sur les cancers au risque de la prostate, où là encore, en sélectionnant des cancers de prostate Gleason 7 et plus, le chien s'est révélé discriminant pour nous signaler cela, et on a débouché sur un modèle de prévision dans lequel la meilleure option de dépistage actuelle serait d'associer le chien et l'IRM, et de se limiter à ça. Après, les urologues en feront ce qu'ils veulent, mais c'est quand même eux qui voulaient qu'on en arrive là. Sur les résultats cancer du côlon, moi, je vous ai dit qu'on était à 100% en sensibilité, on est à 88% en spécificité. Sur Covid, je ne reviens pas là-dessus, puisque je vous en avais parlé l'an dernier, on est sur des sensibilités moyennes à 97 et spécificité à 94, donc on est aussi bon que toutes les PCR possibles et imaginables. Et puis on avait bossé ça, effectivement, avec un certain nombre de SDIS, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Gironde aussi, avec quelque chose qui s'est fait sur Libourne, et j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi c'était pas allé au bout de la manip. Bien évidemment le SDIS 60, je le mets à l'honneur, puisque maintenant c'est le mien. Et puis voilà, je voulais juste vous montrer des petites vidéos pour vous montrer un peu comment on forme les chiens, sauf que Google Drive bouffe les vidéos. Je vous l'apprends. Voilà, donc il n'y a pas de vidéo derrière ça. Donc on a commencé avec des cônes. On a maintenant une jolie machine assez sophistiquée dans laquelle les positifs et les négatifs sortent de manière randomisée, ce qui nous permet, sur une plage d'entraînement de 20 minutes, au lieu de faire une quarantaine de sniffs pour le chien, d'en faire 600. Donc on va beaucoup plus vite dans le créancement, dans l'apprentissage du chien. On a également appris aux chiens, lorsque tout est négatif, à aller faire un marquage spécifique, parce que sinon, les incidences de maladies sont tellement faibles pour que la plupart des prélèvements soient négatifs. Donc si à un moment donné, le chien n'est pas récompensé, il va mentir pour avoir son jouet ou sa croquette. Donc on leur a appris à aller s'asseoir à un endroit, à nous dire « il n'y a rien, je suis sûr qu'il n'y a rien ». Ça marche très bien. On leur a même appris maintenant, enfin ils apprennent par eux-mêmes dans notre méthode, à aller pousser sur un buzzer quand ils en ont marre et qu'ils ne veulent plus bosser. Et ça marche remarquablement bien. Voilà, c'est fini. Donc, on veut les chiens heureux, on veut que ça fonctionne, on veut que nos AIS soient collaboratifs, et en particulier avec les services départementaux d'incendie et secours, et pas seulement celui de l'Oise. Je dirais simplement en guise de conclusion que ce qui est gênant là-dedans, c'est que si on fait une araignée de ce paradigme, on est bon sur tout, sauf sur l'acceptabilité par le système de santé français, en particulier la Direction générale de la santé. Alors, je vais passer tout ça. Voilà. Merci à vous. Désolé d'avoir dépassé.